quoi. Et on essaye de défendre aussi la librairie indépendante, ce qui est hyper important pour nous. Et c'est une dimension militante de la grande librairie et du service public qui, moi, me tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs, quand j'ai repris la grande librairie, je me suis rendu compte, François Bunel a eu l'humilité de ne pas le mettre en avant, qu'il avait tissé en fait tout un réseau avec des libraires que je trouvais être une si bonne idée qu'il m'étonnait qu'on n'y ait pas pensé avant. Et je me suis dit, à l'époque de France Inter, si j'avais su qu'on pouvait faire ça, je l'aurais fait aussi. Ah. Et donc, alors il y a cette grande librairie maintenant, et avant on est là pour ce qu'il y avait avant, justement pour Boomerang, mais juste avant, on est la semaine de remise des prix littéraires. Et puisque justement on parle de parler des auteurs, on parle des librairies, il y a quelque chose de formidable qui s'est passé cette semaine, c'est le prix Goncourt qui a été attribué à La Maison Vide de Laurent Mauvigné, que vous avez reçu évidemment à cette rentrée, et qui est un livre absolument formidable. Ça doit faire plaisir quelque part de voir, on va dire, d'aussi bons livres qui vont avoir un public aussi grand. Je suis très ému parce que ma réalisatrice de Boomerang vient juste d'arriver et c'est très émouvant de la voir parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle s'appelle Lola Costantini et je propose qu'on l'applaudisse avant que je réponde à cette question parce que Boomerang, c'était vraiment elle. C'est elle qui faisait les sons, c'est elle qui faisait la réalisation, donc c'est très émouvant pour moi. La Maison Vide, c'est un des livres que j'ai préféré moi de la rentrée, donc j'étais très heureux qu'ils reçoivent le prix Goncourt. En fait, vous savez, la rentrée littéraire, quand on fait mon métier, on commence à la recevoir en mai, d'ailleurs je pense vous aussi, et on commence à lire, et en fin de compte, quand on arrive début septembre, il n'y a pas beaucoup de livres dont on se souvient. On en a lu beaucoup, et on se demande toujours lesquels ont été les plus importants, lesquels nous ont marqués, lesquels restent un petit peu. Alors ce livre-là, moi, me bouleverse à plein d'endroits. D'abord, je trouve que c'est une très grande histoire française, et ce qui est mon côté réac, le seul, est très important pour moi quand même. Je trouve que ça raconte en fait une histoire qui nous traverse tous, une histoire collective. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, parce qu'on a tous déjà fait ça. Vous savez, quand on va dans notre maison à la campagne, ou alors quand on va retrouver nos grands-parents, on ouvre le tiroir d'une commode. La Maison Vide, en fait, c'est ça. C'est une commode qui s'ouvre, des documents à l'intérieur, et toute une histoire familiale qui se déplie, une histoire de silence, de secret, que Laurent Mauvigné, avec sa phrase très ample, sa phrase aussi nourrie de répétitions, un petit peu entêtante, parvient avec une écriture donc magnifique à restituer. C'est un très beau prix Goncourt, je crois. En tout cas, moi, des 4 derniers, c'était mon favori. Le meilleur plus 20 ans. C'est ça, c'est très définitif sur le sujet. C'est un très beau prix, c'est vrai. Je pense que tous les libraires étaient très heureux. Et donc, mais maintenant nous sommes là. Mais ce soir, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ce moment, pour Boomerang. Alors j'ai compté, pour vous parler de ce livre, il y a des écrivains, des écrivaines, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des artistes, des photographes, des musiciens, des essayistes intellectuels, on va dire, une traductrice, un metteur en scène, un historien, un chef cuisinier, un dessinateur, un chef d'orchestre, des compositeurs. J'espère avoir oublié personne. Mais alors, comment on choisit tout ça? Parce que ce livre, c'est un best-of ou pas? Est-ce qu'on appelle ça un best-of? En fait, c'est compliqué de faire un best-of parce que je crois que j'ai fait 1656 émissions en 8 ans, tous les matins, presque tous les matins. Et vous vous souvenez de toutes? Et je me souviens de toutes. Je pense vraiment sincèrement, si vous me citez une émission, je suis capable de vous citer ce qui s'est passé en coulisses. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment la mémoire s'est figée en fait sur cette émission qui est quand même la plus grande aventure intellectuelle, humaine, collective, professionnelle que j'ai pu avoir moi. Donc c'est vrai que c'était... Que vous dire sur ce livre? En fait, pendant très longtemps, on m'avait demandé de compiler ces entretiens, ceux que je préférais, certains. En fait, j'arrivais pas du tout à le faire. D'abord parce que ce sont des entretiens qu'on peut retrouver à la radio, sur le site de France Inter. Ensuite, parce que c'est de la radio, et je me disais que c'était bien aussi de façon sonore. Mais surtout, je crois, parce que j'avais pas vraiment fait le deuil de cette émission. Et il a fallu que je prenne cette saison une émission sur une autre chaîne concurrente à la radio, sur RTL, pour ne pas la citer, pour que je m'autorise en fait à mettre un point final. Vous savez, moi j'aime la littérature, et la littérature nous enseigne notamment que il faut un point final, il faut une fin à un roman pour qu'il devienne roman, en réalité. Il faut toujours une fin pour pouvoir raconter une histoire. Et là, je crois que ça y est, j'ai mis un point final. C'est très émouvant pour moi de voir ce livre-là, parce que ça renvoie encore une fois à quelque chose
à une expérience extraordinaire. Alors, la programmation, comment on la faisait? Pour moi, une semaine de Boomerang réussie, c'était une semaine éclectique. C'était une semaine où on n'aurait pas, si vous voulez, 2 écrivains de suite ou 2 invités issus du monde du cinéma de suite. Il fallait qu'il y ait tous les arts, il fallait varier les genres, il fallait varier les publics, il fallait varier les idées, il fallait varier les tonalités, il fallait essayer de construire une émission très surprenante, avoir Barack Obama le lundi et le lendemain, que je dise pas de bêtises, peut-être Patti Smith, et le lendemain Pierre Bergogneau, un auteur que j'admire, et le lendemain encore la chanteuse Lio, et puis pourquoi pas, je sais pas moi, n'importe qui, Betty Catrou, Laurent Mauvinet notamment, on avait fait une belle émission avec lui. C'est émouvant parce qu'en fait, en 8 ans, en 1700 invités, je me rends compte que j'ai fait tellement de rencontres. En fait, la plus belle chose dans ce métier, c'est quand même ça. C'est quand même de rencontrer des gens extraordinaires et de pouvoir choisir de s'entretenir avec eux. Je me souviens quand je suis arrivé au Grand Journal de Canal+, j'étais un tout jeune journaliste. Une de mes amies m'avait dit « Tu stresses, mais c'est pas grave parce que tu vas rencontrer des gens tellement extraordinaires en fait. T'as une chance tellement inouïe. » Et en fin de compte, c'est quand même ça que je retiens. De toutes ces années, c'est ça que je retiens. Bah alors, pour le coup, il y a une question que vous avez posée à Patti Smith que je vais vous poser, puisque c'est dangereux de s'aventurer sur le questionnement. Et voilà, mais elle est formidable celle-ci. Est-ce que vos artistes favoris vous aident à vivre? Parce que moi, j'ai l'impression que c'était ça tous les matins. C'est des artistes qui vous aident à vivre, qui aident les gens à vivre. Très certainement. En réalité, je pense que si je fais ce métier, c'est d'abord pour ne pas répondre aux questions. Il vaut mieux les poser. Et puis c'est également parce que j'ai toujours eu le sentiment que l'art était un modèle de compréhension du monde, d'intelligibilité de la vie. C'est-à-dire que moi, littéralement, j'ai appris à traverser la rue avec Georges Perec. J'étais un enfant extrêmement distrait. J'ai appris à aimer, parce que j'étais un enfant un peu bizarre, en lisant Jean Genet ou en lisant Proust. J'ai appris à désaimer en lisant Proust, justement, à soigner ma jalousie. J'ai en réalité appris à vivre vraiment avec ces artistes. D'ailleurs, les entretiens les plus réussis, c'était ceux où tout ce que j'avais prévu, ça fonctionnait pas. Mais en revanche, soudain se jouait quelque chose de l'ordre d'un fil invisible entre nous deux. Et c'est comme s'il me guidait. Et c'est comme si j'apprenais aussi quelque chose. Après, c'est une émission du service public. Pour moi, sur le service public, il faut quand même apprendre quelque chose, sinon ça ne sert à rien de faire une émission. Alors, moi j'ai quand même appris une anecdote fabuleuse à l'occasion de votre venue. C'est que vous savez que vous êtes responsable de quelques retards au travail. Je sais. Je sais. Voilà, parce que moi, j'ai un de mes collègues qui m'a dit, mais un jour j'ai loupé mon arrêt de métro à cause d'une interview d'Augustin Trapenard. Et vous savez que la radio c'est extrêmement millimétré, et je me souviens, alors déjà moi, quand j'ai commencé l'émission, je disais mais personne va écouter, en fait, qui ne travaille pas à 9h du matin? C'est la question que je me posais. Pour moi, à 9h du matin, tout le monde est au boulot. Pas du tout, il y a beaucoup de gens qui écoutent, et très souvent, effectivement, même si la radio est millimétrée, on me demandait de déborder. Et j'avais beaucoup de mères de famille, je me souviens, qui m'écrivaient et qui me disaient « Vous voulez pas genre décaler juste de 5 minutes votre émission? Comme ça, je peux déposer mon fils juste après. » Malheureusement, je ne pouvais pas du tout. Mais en même temps, je vais vous dire, moi j'ai toujours beaucoup cru, et c'était le principe de Boomerang, en la frustration heureuse. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas d'épuiser l'œuvre d'art ou l'auteur qu'on recevait, et c'était de faire en sorte qu'à la fin de l'entretien, on ait envie d'aller se plonger dans son livre, d'aller voir le film, d'écouter la musique. C'était ça en fait qui m'habitait. Moi, je me méfie toujours des grandes émissions culturelles qui durent 1 heure en tête à tête. À la fin, on a l'impression d'avoir lu le livre ou d'avoir vu le film. Non, il s'agit pas d'épuiser l'œuvre, mais au contraire, d'avoir cette frustration heureuse. Alors, il y avait quelque chose aussi, on était le matin, on était entre un journal, on était entre un invité politique, il y avait ce moment de culture, et l'émission commençait avec ce billet qui, heureusement, est au début des rencontres. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'il y avait quelque chose de très fort avec vos invités. Il fallait qu'ils parlaient d'eux, ils parlaient de leur vision d'artiste, mais ils parlaient aussi beaucoup d'actualité. Et notamment, à la fin, vous leur proposiez de parler de quelque chose, d'apporter quelque chose. Certains ont lu des textes, certains ont lu des extraits, des passages comme ça. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi un petit peu avec votre grande librairie à la fin. J'ai l'impression que ce qui vous intéresse aussi, c'est le regard des artistes sur le monde. Oui, tout à fait. Il y avait plusieurs fonctions dans ce billet d'introduction. La première, c'était effectivement, ça reposait sur cette idée que j'ai toujours eue, moi, que l'artiste a quelque chose à dire sur le monde. En fait, j'ai l'impression que les artistes, on les écoute plus véritablement. On les invite pour faire un petit peu paillette sur un plateau, et on oublie en fait que leur parole, qui est très libre,
qui en réalité est assez anarchiste en fait. C'est-à-dire que c'est pas la parole du politique avec des éléments de langage, c'est pas la parole du journaliste qui pose des questions, et c'est pas non plus la parole de l'expert qui répète en réalité les mêmes théories qu'il a digérées. C'est une parole beaucoup plus libre, et moi c'est une parole qui m'intéresse parce que elle est un peu folle en fait, et du coup je me dis qu'elle peut faire surgir de la réflexion chez l'auditeur. Donc je voulais les entendre là-dessus. Et puis le billet, il y avait aussi quelque chose de très important pour moi, c'était de trouver la bonne tonalité, la tonalité qui allait permettre à l'entretien d'être le meilleur possible. C'est-à-dire trouver par exemple de la tendresse pour un certain invité, trouver au contraire un rythme extrêmement fort, très haché pour d'autres, trouver une forme de provocation pour un invité dont je me disais qu'il dirait pas grand-chose et qu'il fallait le bousculer. J'essayais en fait avec ce billet de créer un ton, de créer un rythme qui puisse permettre à l'entretien en direct, encore une fois, de se dérouler de la meilleure façon possible. Et pour ce qui est de la fin, vous avez tout à fait raison. J'envisage toujours une émission, moi, que ce soit à la radio ou à la télévision, avec un grand final. Et plus que ça, avec un final où l'artiste a la parole, où l'artiste a son mot à dire, où en réalité je lui lègue ma place. C'est ce que je fais littéralement dans la grande librairie. L'idée, c'est vraiment que cette émission leur soit dédiée et qu'ils puissent avoir le dernier mot. Je me méfie quand même beaucoup. Ça peut paraître fou que je dise ça alors que je m'expose à la télévision et sur les réseaux sociaux et à la radio tout le temps, mais je me méfie beaucoup des journalistes qui veulent prendre toute la place, surtout dans une émission d'accueil et surtout dans une émission qui est censée quand même mettre en valeur et interroger un artiste. Pour moi, c'est son émission à lui. Alors, vous en parliez de trouver le ton. Moi, je me suis rendu compte, et je suis sûre que c'est le cas de certains d'entre vous aussi, que pendant que je lisais ce livre, au bout de 60-80 pages, je ne lisais pas les conversations, mais juste comme ça, d'un coup, je me suis rendu compte que les questions, j'avais votre voix en tête. Vous n'allez pas me dire que c'est pas un petit peu votre cas aussi? Est-ce qu'à un moment donné, c'est posé la question de trouver cette voix? Comment est-ce que vous avez trouvé la voix, ce genre de choses? Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce que vous avez senti qu'il fallait, comme vous dites, que vous soyez dans l'accueil? C'est-à-dire que c'est comme ça que j'envisage, moi, l'entretien avec un artiste. C'est une parole compliquée, c'est une parole qu'il faut réussir à déplier. C'est encore une fois, c'est pas la parole du politique qui parle extrêmement bien, du journaliste ou de l'expert. Souvent, c'est une parole très heurtée. L'artiste, il parle pas forcément très très bien de son œuvre, et donc ça exige quand même une forme d'accueil. En radio, on parle de rondeur. Il s'agit d'être rond et d'être capable, en fait, de le prendre avec soi, de l'emmener avec soi. Moi, mon rôle, si vous voulez, c'est un rôle de passeur. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'à la fin de l'émission, on ait compris quelque chose, on ait compris ce qu'il disait, sinon c'est quand même un échec, quoi. Alors pour ce qui est du questionnement de la voix, moi j'ai toujours eu déjà je fume beaucoup, donc j'ai cette espèce de voix un peu éraillée. J'ai fait du théâtre pendant longtemps, donc je pense que c'est une voix que j'ai réussi à poser. Et puis je pense que petit à petit, émission après émission, en quotidienne, on progresse à une vitesse folle parce que l'émission de la veille l'émission du jour efface celle de la veille, donc ça va à une vitesse folle. Et je pense que j'ai construit aussi une façon d'interviewer. D'ailleurs, quand RTL est venu me chercher cette saison, c'était pour retrouver en réalité cette façon d'interviewer, cette voix, ce ton, cette tendresse. Moi, je crois que c'est vraiment important. Le prix Nobel de littérature, Olga Tokarczuk, que j'aime énormément, a toute une théorie sur la tendresse du narrateur. Et là, elle explique à quel point la tendresse, c'est en réalité les plus grandes révolutions aujourd'hui. On a tendance à la regarder de haut, on a tendance à mépriser les gens qui sont tendres, on a tendance à y voir quelque chose de l'ordre de la faiblesse. Moi, je crois au contraire, et c'était le principe de Boomerang, qu'il faut de la tendresse pour pouvoir faire accoucher, d'une parole, d'une pensée aussi. Je voulais vous demander de me donner un bon conseil, mais je crois que vous venez de le faire. Mais vous êtes bonne, hein. Là je vous ai vu, vous êtes très bonne pour interviewer. Alors, est-ce que quelqu'un a filmé ce moment que je montrerai à mes parents? Voilà. Alors, il y a ce titre, 2 années Boomerang, et donc Boomerang, des booms et des bangs. Ouais. C'est ça vient de là? Oui, c'est ça. En fait, je prenais la suite de Pascal Clark, qui avait une émission qui s'appelait Comme on nous parle, où elle citait Souchon. Moi, j'aime beaucoup Souchon, mais je suis plus Gainsbourg que Souchon. Et donc, justement, quand l'idée du titre est venue, je me suis dit, je vais faire un hommage à Pascal, je vais essayer de m'inscrire dans une tradition, mais je vais plutôt aller chercher Gainsbourg. C'est une chanson que j'aime énormément. Et puis il y avait plusieurs choses dans ce titre. Déjà, j'aime bien les titres en un mot, moi.
Bon, ça marche pas pour la grande librairie, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Mais donc je trouvais ça fort. Et puis dans l'idée de Boomerang, il y a l'idée quand même d'envoyer quelque chose et qu'on nous le renvoie aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'échange, et surtout il y a quelque chose qui est très juste à mon avis dans toutes ces années Boomerang, qui est qu'en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, au fond, j'ai beaucoup réfléchi sur moi. Ça a été la plus belle des psychanalyses, des thérapies, et qu'à chaque fois que j'envoyais une question, on me la retournait, et quelque part, je pense que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup avancé, je me suis beaucoup augmenté avec cette émission. Et donc, c'est cette chanson de Gainsbourg. Si vous aviez eu la chance de le recevoir, qu'est-ce que vous lui auriez demandé ? Quelle question je leur ai posée je sais pas. Vous savez, en fait, le truc, c'est qu'on a toujours l'impression, dans une émission d'accueil comme ça, que c'est une sorte de papotage. Et d'ailleurs, souvent les gens me disent « Ah, c'était génial, on a l'impression que vous discutiez, qu'on était dans votre salon. » Mais en fait, une émission de radio et une émission de télévision aussi, ça se prépare, ça se produit, ça se travaille, ça se pense. Le moindre moment d'émotion, que ce soit du rire ou du frisson, des pleurs, souvent dans Boomerang, on a beaucoup fait pleurer nos invités, c'était quand même des moments de production, en fait. C'était des choses qu'on avait quand même envisagées. Alors après, ça prend ou ça prend pas, mais en tout cas, c'est un vrai travail. Et si vous voulez, moi, j'ai jamais été très bon pour je suis pas ChatGPT, quoi. C'est-à-dire que je vous fais pas un entretien comme ça. Je sais pas exactement quelle question je leur ai posée. Sans doute, c'est compliqué parce que là me vient un entretien que j'ai fait avec Charlotte Gainsbourg, qui est un entretien très fort, où à un moment donné, je lui dis, je me souviens, ça m'avait bouleversé. Je lui dis, alors quand vous revenez dans la maison de votre père, qu'est-ce qui vous frappe Et là, elle me regarde et elle me dit, j'avais tout laissé, en fait. Il y avait encore les boîtes de conserve, et au bout d'un moment, les boîtes de conserve, ça explose. Et elle me dit, je savais pas. Et en fait, ça m'a bouleversé. Je trouve que c'était quelque chose de... C'est des petits moments comme ça, c'est marrant, hein, qui restent complètement marqués, alors que ça paraît, somme toute, assez anecdotique. Mais il disait quelque chose de très fort. C'est comme récemment, je recevais Valérie Lemercier, et je lui ai dit, une de mes questions folles, je lui dis quelle relation est-ce que vous entretenez avec votre corps, Valérie Lemercier? Et elle me dit, cette réponse que je trouve sublime, elle me dit, je le lave. Et je crois que c'est une des plus belles réponses qu'on m'ait jamais données à cette question que j'ai pas mal posée. Alors j'ai une dernière question, après je vous proposerai, peut-être pour tous ceux qui veulent venir vous voir et signer le livre, qu'on prenne ce temps. Et la dernière question, c'en est pas une, c'est plutôt que vous nous parliez de quelque chose. C'est que donc, à la fin de ce livre, il est donc écrit que les droits d'auteur de cet ouvrage sont reversés à l'association Bibliothèques sans frontières, donc vous êtes le parrain. Et donc, à la fois, j'ai envie que vous me parliez de cette association, que vous nous en parliez ce soir, peut-être parce que certains ne la connaissent pas et que ça donne envie un petit peu à tout le monde de se dire qu'il y a ça. Et les livres, ça s'appelle Bibliothèques sans frontières. Moi, j'ai l'impression que ça aussi, c'est un peu votre œuvre, c'est faire sauter les frontières. Oui, très certainement. C'est presque un pléonasme, en fait, Bibliothèque sans frontières, parce qu'une bibliothèque, ça devrait pas avoir de frontières, et par ses ouvertures vers d'autres imaginaires, toujours d'autres lieux, d'autres temps, d'autres pensées, ça fait sauter les frontières. En fait, c'est bien, merci de me poser cette question déjà, parce que c'est une des raisons de ce livre. Chaque année, je demande effectivement aux gens qui me suivent, aux gens qui m'écoutent, d'aider Bibliothèques sans frontières. C'est une association qui a changé ma vie. Moi, en fait, il y a 8 ans, j'ai été contacté par Patrick Weil, qui est un grand historien de l'immigration, qui avait créé cette association il y a maintenant 18 ans. Et c'est une association, pour dire très simple, en fait, qui promeut l'éducation, l'information et la culture auprès des plus vulnérables en France et dans le monde entier. Un quart de nos programmes sont en France. Et je lui ai dit, moi je veux bien être votre parrain, mais simplement je vais pas faire un post Instagram une fois par an, je trouve ça sordide, je préfère aller avec vous sur le terrain. Et il m'a envoyé en Sicile, et j'ai voyagé avec eux, c'est extraordinaire en fait, du Bangladesh, le plus grand camp de réfugiés du monde, au Burundi, où on a un programme de bibliothèque pour rescolariser les enfants des rues, en passant par la Colombie, où on a des bibliothèques de la paix, et les États-Unis, où on a installé des bibliothèques dans des lavomatiques pour aider les populations les plus précaires, mais également des programmes en France qui luttent contre les situations d'illettrisme, des programmes où on a mis des bibliothèques dans les cours d'immeubles de Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, pour les enfants qui n'étaient pas partis en vacances pendant le Covid. Et en fait, c'est une association qui m'a prouvé que la culture change le monde. Si vous voulez, moi, j'en avais
j'avais l'intuition, je le disais toujours dans mon studio de télévision, dans mon studio de radio, la culture ça change le monde, mais j'en avais pas la preuve. Et cette association à qui je dois beaucoup en réalité et que j'accompagne le plus possible depuis 8 ans, dans le monde entier, mais aussi dans leur programme en France, eh ben, elle nous rappelle ça, elle nous rappelle que la culture ça nous rassemble, mais que ça peut aussi nous élever. Et c'est vrai que ça c'est toute l'histoire de ma vie. Hein. Et je crois que dernièrement vous étiez à Beyrouth. Tout à fait, je suis parti à Beyrouth où on a plusieurs programmes. Je vous invite vraiment à vous rendre sur le site de Bibliothèques sans frontières et sachez que si vous achetez ce livre, bah, vous les aiderez. En fait, bon, moi je suis pas je vais pas être méchant, mais je vois l'éditrice des années Boomerang qui panique, mais je suis pas du genre à faire de l'argent sur le service public, contrairement à plein d'autres. Donc ces livres-là, si vous voulez, ce sont des livres, moi je gagne pas un rond dessus, c'est pour eux. Je dis ces livres parce qu'il y a celui-ci, puis il y a aussi un livre qu'on fait paraître chez Segers avec les 3 premières saisons des Droits dans les yeux, la séquence finale de la grande librairie, et ça paraîtra d'ici une quinzaine de jours. Et les bénéfices de ce livre-là aussi vont à Bibliothèques sans frontières. Je trouve que c'était une belle façon de les aider. Voilà. Merci beaucoup, je voulais qu'ils vous applaudissent. Alors moi j'ai juste une dernière question un peu égoïste. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment ? En ce moment, je commence à lire la rentrée de janvier. Je suis plongé dans le livre de Pierre Lemaitre, qui est mon auteur français préféré, je dois dire. Donc comme ça, je vous ai confié quelque chose. Donc voilà, je suis très heureux de le voir finir son cycle de romans et j'ai hâte qu'un nouveau reprenne. Vous l'avez déjà invité, j'imagine. Bah, c'est un auteur que j'aime énormément, ouais. Bah, parce qu'en fait, il nous rappelle aussi, Pierre Lemaitre, à quel point la littérature, ça nous élève, ça nous construit, ça nous rassemble, mais c'est aussi un divertissement. C'est aussi, et ça c'est très important pour moi, souvent par snobisme on oublie, mais ça fait vraiment du bien en fait de lire ces livres et on est emporté. Et moi, j'adore retrouver ce sentiment que j'avais déjà petit de me laisser emporter par un livre. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, avec des rencontres intellectuellement incroyables, des pages entières folles, d'autres des échanges un petit peu rapides comme ça qui vous mettent de bonne humeur. Donc j'espère que vous retrouverez tous à ça et je vous propose une dernière fois de vous applaudir. Ben moi je vous applaudis. Ok, super. Voilà. On peut poser des questions. Bien sûr, vous pouvez me poser une question. Si je demande à la maîtresse. Alors, bon, c'est à plusieurs volets. J'ai beaucoup aimé, en effet, comme beaucoup d'entre nous, vous écouter à la radio. C'est vrai que j'aime votre voix, oui, la passion qui est lyrique surtout. Et je suis heureuse d'apprendre que vous revenez à la radio. Et ma question principale, en fait, c'était comment avez-vous vécu le grand saut vers la grande librairie? Parce que c'est tout à fait différent l'exposition du corps et l'exposition de la voix. Bon, je faisais de la télé depuis 20 ans. Hein. J'étais sur le Canal Plus auparavant. D'accord. Mais je vais vous... C'est quand même la grande librairie, quoi. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. Bah en fait, je vous le dis, hein, quand François Bunel m'a appelé, c'était pour me dire, voilà, je te confie une mission, et c'est une mission de service public extrêmement importante, parce que je peux vous le dire, là, à l'heure où le service public, et d'ailleurs c'est bien, parce que Boomerang c'est aussi une émission du service public, à l'heure où le service public est extrêmement menacé de toutes parts, à l'heure où certains voudraient le privatiser, moi je peux vous dire un truc, hein, c'est que cette émission-là, dans un service privatisé, elle n'existerait pas, et la grande librairie non plus. Ça serait à minuit 40 pour deux pelés et trois tondus, et l'exception culturelle française qui est incarnée justement par la grande librairie, ça serait pas là. Donc quand il m'a confié cette mission, parce que lui voulait faire du cinéma, moi je n'ai plus que l'accepter. Par ailleurs, j'arrivais à la fin d'un cycle pour Boomerang, et je cherchais aussi un moyen de mettre un point final, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi il faut qu'il y ait un point final pour raconter une histoire. Par ailleurs, je crois que sur le service public, il vous appartient pas, vous voyez. On n'est pas propriétaire d'une tranche. Donc pour moi, 8 ans, c'était déjà extraordinaire. Pour moi, la vitalité du service public, c'est quand ça change, c'est quand ça tourne, c'est quand il y a des nouvelles voix, quand il y a des nouvelles personnes. On peut pas prendre en otage un public comme ça. Voilà, donc voilà. Mais je l'ai très bien vécu parce que c'était un honneur en fait de prendre cette émission. C'était un grand honneur qu'il me faisait. Et si je peux me permettre, pour terminer mes questions,
est-ce que l'envie d'écrire vous a traversé? Pas du tout. Moi, je pense, madame, je vais vous répondre qu'au CP, on apprend la différence entre lire et écrire. Saint-Germain-des-Prés n'a toujours pas compris la différence entre lire et écrire. N'importe quel journaliste, on lui demande d'écrire un roman alors qu'il n'a souvent rien à dire. Pour interviewer des écrivains depuis 20 ans, je peux vous le dire, ça naît d'une urgence, d'un sacrifice que moi, personnellement, je suis incapable de faire et d'un talent que je n'ai pas. D'accord. Bah, Merci. Mais j'adore lire. Voilà, et je vous propose de passer à quelques dédicaces et de rester avec nous boire un verre. Question. Question. Bah, je vous en prie, je vous en prie. Allez, un dernier. Allez. Je suis citoyen en Moldova, moldavien. Je parlais russian et romanian et un little français. Mon opinion, votre opinion pour Dieu. Sur Dieu? Да. Votre opinion. Да. Sur Dieu. Нет. J'avais religion. No religion. Principale idée de no religion, mon religion. Et que chaque personne, vous et Dieu en 100%. 200%? Absolute Dieu. D'accord. Chaque homme. Ok. Votre opinion. Ben, écoutez, là, on rentre dans un domaine très intime, mais je peux vous le dire. Moi, je suis catholique et la foi est quelque chose qui me guide, que j'ai retrouvé il y a quelques années, alors que je l'avais perdu pour plein de raisons. Et c'est quelque chose qui, moi, me guide et m'accompagne perpétuellement. Pour autant, j'en fais rarement la publicité, parce que je trouve que c'est avant tout une affaire intime et c'est quelque chose, voilà. Souvent, quand on l'expose mal, donc j'essaie de la garder pour moi. Mais en tout cas, je suis habité par ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Mais je vous en prie, on va passer aux dédicaces et rester avec vous boire un verre. Mais voilà, venez, vous parlez Sans vite. micro. Hein. Ouais, venez, ça passe. Ok. J'ai pris mes lunettes parce que sinon je vois rien. Vous avez écouté un podcast avant de Oui. Et vous savez qu'il y a plein de gens qui regardent la télé seulement pour la drogue. C'est un public très particulier. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Trop bien. Super, vous appelez comment? J'écris comme un médecin. Non, c'est moi qui vous remercie d'être venu parce que j'ai l'impression que je suis déjà trop présent. Allez, à bientôt. Au revoir. Variété. Et vous, vous appelez comment? Ah, comme ma mère. Non, c'est vrai que ça fait quelque chose d'arriver à la grande grille, j'ai stressé. Ah bah c'est impressionnant. Mais maintenant, la 4e saison, je suis content. Je crois avoir dû vous avez légèrement ça. Et ça se comprend. Ah ouais, j'étais content. Je ne l'aurais pas. Merci d'être venu. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Ouais, ça me fait plaisir. Vous appelez comment? Daniel. Merci. Bah ouais, merci parce que la littérature, c'est La réalisatrice. bah ouais. Ah, c'est vrai? Vous êtes enseigné? Moi, c'est la grande trahison de m'enseigner et puis Merci beaucoup pour votre attention. Je parlais français un little. Je pense que chaque homme, chaque personne est Dieu à absolu.
Mon religion, nos religions. Au revoir.